Ça tombe très très bien parce qu'il va être question de fiction justement dans l'heure et demie qui suit. Mais pas que de fiction parce que, pour reprendre encore les termes de Bruno Latour, on va aussi atterrir. Je crois qu'il est temps de se rapprocher vraiment sérieusement de la Loire qui nous occupe. Donc, comment combiner cet atterrissage et cette fiction, on va voir. Alors pour ma part, je suis Joanne Brognier de COAL, donc Association pour l'art et l'écologie. Depuis 2008, on œuvre pour une nouvelle culture de la nature, ce qui contribue à expliquer pourquoi on est là, je pense. COAL est partenaire donc, du projet des auditions du Parlement de Loire. Et c'est donc moi qui présenterai cette seconde audition pour l'heure et demie qui vient. Alors, je présente nos auditionnés, Virginie Serna et Bruno Marmiroli. Donc Virginie Serna, tu es archéologue, responsable d'opération, conservateur en chef du patrimoine au ministère de la Culture, et donc tu es à la croisée des patrimoines naturels et culturels. Et Bruno Marmiroli, tu es architecte, paysagiste, directeur de la mission Val-de-Loire, patrimoine mondial. Alors, c'est intéressant ce qui était dit, justement, je reviens juste pour faire un lien, il est question de fleuve, donc autant rester dans le flux. La question, disait-on, n'est pas de donner des droits à, mais de voir qui est déjà là. Ben, c'est le vrai enjeu maintenant qui va nous occuper, en fait. Qui est là? Qui est là dans la Loire? Qu'est-ce que la Loire? Et nous, on est vraiment là dans toute la commission, dans ce travail très concret de vouloir créer ce Parlement de Loire. Et alors, là, la question qui va nous occuper, c'est de savoir concrètement qui, quoi, quels sont les étangs qui vont être représentés. On va vous écouter dans un instant. Et donc, pour savoir ça, on va voir qui est là dans cet écosystème Loire. On va se rapprocher de cet objet-sujet, sujet-objet, de cette hybride. On va revenir sur tous ces concepts. Et donc, peut-être pas se rapprocher des humains qui ont déjà une prise sur le politique, sur les droits, le droit, mais questionner, voir qui sont les non-humains et voir si cette appellation convient également. Eh bien, allons-y. Justement, donc Frédéric Aïtouati tout à l'heure disait il faudrait prendre une carte de la Loire comme point de départ. Alors voici, non pas une carte de l'Asphalie, mais prenons ce point de départ et voyons déjà comment tout est entremêlé sur cette carte, des lignes courbes, des lignes droites, de l'humain, du non-humain. En fait, on va se confronter très vite, et on s'est déjà confronté lors de nos échanges au sein de la commission, sur la difficulté, sur le défi de représenter, en fait, de découper dans le réel juridiquement. Comment passer de la matrice, de la carte au territoire, pour ne citer personne, comment passer de la matrice à l'empreinte. Et donc, justement, je vous annonçais une fiction, je vous promets, c'est vrai. Si tant est qu'on puisse parler de vrai pour une fiction. Donc, pour nous aider à démarrer, Virginie, il y a une histoire sur laquelle je travaille et
qui peut être le point de départ de cette audition, qui a d'ailleurs été le point de départ de tout le projet du Parlement de Loire dans son ensemble. Donc on va lancer le film et puis on t'écoute. Ok. Nous sommes à Langeais, nous sommes 100 mètres au-dessus de la Loire et nous sommes un drone. Nous sommes un drone un peu bancal qui tourne et qui voit la Loire, qui voit donc les coteaux, la route, le chemin de fer, la Loire, au fond le pont de Langeais, et puis vous le voyez, donc les atterrissements, on a parlé d'atterrissement, d'atterrissage, on parlera pour la Loire d'atterrissement. Le drone avance, c'est intéressant. Alors ce petit drone, il s'appelle Fantôme. Il s'appelle Fantôme, il fait 1,4 kg, petit gabarit. Il a 20 minutes d'autonomie, donc il va nous emmener juste là pour 6 minutes, au-dessus de ce paysage de Loire. Et comme vous le voyez, on lui demande d'absorber en fait l'ensemble du paysage, d'aller loin, loin, loin. C'est-à-dire de nous montrer effectivement l'ensemble du paysage de Loire dans le lit majeur jusqu'au bout, là où on pourrait aller aussi, là où l'eau devrait aller. Attention, le drone bouge un tout petit peu, on peut avoir un petit peu mal au cœur, les personnes donc sensibles se tiennent à leur bûche. Vous voyez tout de suite que là, on est sur aussi un bras mort. Vous le voyez là, il y a un bras qui ne va pas très bien. Nous sommes en 2017. 2017, et c'est donc Jean-Philippe Corbellini, donc de l'ARD, donc Intelligence et Patrimoine, à qui l'on a demandé en fait ces photos. Comme si finalement on avait besoin que ce soit un non-humain et quelque chose, un engin bien particulier, qui puisse nous aider en fait à mieux regarder ce site archéologique. Car un archéologue, c'est bien un site archéologique, même si effectivement pour l'instant vous vous dites, mais où est-il? Donc, ce que vous voyez aussi, c'est une Loire, attention le drone bouge, c'est une Loire avec des choses, vous voyez des remous, vous voyez donc, effectivement, il y a peu de bateaux. Vous voyez la ville de Langeais, qui est finalement relativement coupée de la Loire. Et nous voilà. Nous voilà, petite tente, le bateau d'Alexis, Andromage, association Andromage, et on voit le balisage du site archéologique. Pourquoi balisage? On a peur. On a peur parce que la Loire est dangereuse à cet endroit-là. Nous sommes des archéologues, nous plongeons et nous nous harnachons. Un autre élément intéressant, donc voilà, le drone bouge beaucoup et donc voilà, on descend sur l'équipe archéologique et pour l'instant rien n'est encore visible. Alors rien n'est encore visible, on n'y voit rien, il y a quelqu'un, mais en fait l'archéologue peut commencer à voir des choses et le drone aussi. Alors qu'est-ce qu'il nous montre? On a une qualité de l'eau qui fait qu'effectivement, on peut voir des choses, on voit le fond. Alors c'est un fond minable, diraient les grands plongeurs, c'est-à-dire qu'on plonge entre 1,50 m et 3 mètres d'eau. Il n'empêche que cela demande des capacités intéressantes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, je reviendrai là-dessus souvent. On a quelque chose qui s'appelle la ligne de vie que vous avez vue. Ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut qui nous tienne à la vie. Donc, on descend, et là, on a cette Loire, on est à 76 mètres cubes secondes, c'est relativement lent. 80 cm d'eau à peu près dans cette partie-ci. Ça coule, ça bouge, peu de poissons. J'aime bien le silence. La ligne de vie, on commence à voir. Tenez, hop, roue de charrette. Roue de charrette. Tac. Des bois qui commencent à apparaître. Une autre roue de charrette là-haut. En dehors d'ailleurs de la ligne de vie. Des bois qui apparaissent. Un enchevêtrement. Un emmêlement. L'eau se trouble. Tout
tout élément qui est fixé dans l'eau va faire obstacle ou remous et va participer à ce grand emballement. L'eau est verte, peu profonde. Clac. Ici, qu'est-ce que c'est? Là, un bout de l'épave qui est ici. L'eau bouge, tranquille, ça descend. Tiens, tac, un poisson, un petit cilieux, ici. Hop, qui va rester avec nous longtemps. Un ami, un compagnon, je ne sais pas. L'épave, toujours. Des éléments en fait de la cargaison. Ici, donc à nouveau la roue de charrette, ici la roue de charrette. Voici l'épave. L'épave, tiens, deux personnages, deux archéologues avec les bouteilles. Ici, l'ensemble de l'épave, la sole de l'épave, en fait, la partie arrière de l'épave. Bon, moi je vous dis que c'est une épave, d'autres diront débris grossiers, ligneux. Chacun son vocabulaire et chacun son mot, chacun ses mots, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, là, on est sur quelque chose qui est présent. On a dit, lors de l'audition, standing. Alors là, c'est super standing, ça reste là. Et je vais vous dire depuis quand c'est là, en fait. Alors vous le voyez, donc, on a l'ensemble de ce site archéologique et tout, en fait, commence à partir lentement et sûrement vers Saint-Nazaire. Alors cette épave, c'était quoi avant? Tu nous racontes cette histoire-là qui va nous permettre peut-être de mieux penser les habitants de la Loire. Alors cette épave, c'est une belle histoire. Et ça tombe bien, parce que j'aime bien raconter les histoires. Donc c'est une histoire qui va se faire en 4 temps. Premier temps, navigation. Deuxième temps, naufrage. Et procès-verbal. Troisième temps, immobilisation. Et quatrième temps, le temps de l'épave, le temps du site archéologique. Alors comme c'est une histoire, j'aime bien la raconter, je vais vous la lire un tout petit peu. Donc le premier temps, temps 1, ça se passe ici. Temps 1, le temps de la navigation. Le Chaland, nous sommes en février ou en mars 1795. Parti de Caunes ou de Nevers, le Chaland va faire escale à Orléans. C'est déjà un grand port de redistribution du commerce. Il va prendre une cargaison, c'est sûr. Sur les quais, on a un batelier qui a reçu sa lettre de voiture, qui sait déjà ce qu'il va emmener. Il sait ce qu'il doit emmener jusqu'à Nantes. Il est chargé à la fois d'un fret marchand et d'une cargaison militaire. Le fret marchand, qu'est-ce que c'est? On a des pots de parfumeurs, tabac, faïence, ballots de musique et estampes. Cargaison militaire, un peu plus rude, boulet de marine, caisson d'artillerie de type Grimaud-Val, roues, on a vu, avant-train, plaque de cuivre. Le bateau va partir pour une navigation avalante. À Grédo, on descend. Il part avec 6 autres bateaux. C'est un train de bateaux. Le bateau de Langeais, c'est le Tiraud. C'est le deuxième. Okay. Il est tiré donc par le Chaland de tête. Juste après Langeais, le Tiraud, donc le deuxième bateau, va heurter un bâti de pieux, le Clayonnage. C'est le Clayonnage de Langeais qui deviendra par la suite le port de Langeais. Second temps, le temps du naufrage. Le Tiraud coule à fond le 15-20 en 3 de la République, soit le 5 mars 1795. Le naufrage a lieu entre l'île de Bel-Air, qui est appelée aussi l'île aux Bœufs, et les chantiers de Bel-Air. Des témoins, très intéressants, ont assisté à la scène. Ils vont témoigner à un moment bien particulier, qui est lors de la rédaction du procès-verbal de naufrage, pièce maîtresse de la compréhension de cette épave, et que pour le bonheur de l'archéologue, nous avons retrouvé. 2 choses ont été retrouvées. Le procès-verbal de naufrage qui raconte, qui narre en fait le naufrage, et le procès-verbal de reconnaissance qui est dressé 9 jours après et qui renseigne sur ce qui a pu être récupéré de la cargaison et sur ce qui n'a pas pu être récupéré. Le bateau a été abandonné, c'est sûr, sur place, avec une partie de sa cargaison. Sont restés, nous dit le procès-verbal de reconnaissance, les boulets, des caissons, des roues, des planches de cuivre, des barils de fer, 3 paniers de faïence et des pots de parfumeur, laissés sur place. Les autres bateaux, les 5 autres donc, ont dû effectivement continuer, je l'espère, à aller donc sur Nantes, vers le port de Nantes. 3e temps, recouvrement. Le Chaland est abandonné avec sa cargaison. Il forme obstacle.
il est intégré dans le sol. Il est au fond, on va par contre rester sur les autres images, il est au fond du lit de la rivière, dans le mi-temps du lit de la rivière, j'aime bien cette expression. Il provoque immédiatement une sédimentation, il piège le sable. L'épave, en fait, commence à avoir une autre histoire. L'épave commence à provoquer un atterrissement qui va se végétaliser et qui va former une île. Et de 1795 à 2013, l'épave est complètement fossilisée, invisible, on ne la voit plus. Pendant ce temps, le temps passe. Construction du pont de Langeais, 1849, une nouvelle dynamique fluviale va modifier complètement le chenal navigable. On va installer des nouveaux équipements qui sont liés à la maîtrise, la conduite de l'eau, et puis, bombardement du pont de Langeais. 2013, on va relever le tablier du pont de Langeais, qui donc était tombé. On le relève, et à ce moment-là, on a un effet de chasse qui provoque en fait une érosion du lit de la rivière, à l'endroit, effectivement, où l'épave se trouve. Donc là, surgissement. 2013, intéressant, donc, les membrures du chaland, 2013, je vous rappelle, canicule, donc, les membrures du chaland de Langeais apparaissent aux yeux des riverains, aux usagers du fleuve. La déclaration du site va suivre 2 ans après, j'assiste. Expertise en 2015, demande de fouilles programmée, et on entre dans un autre processus. 3 campagnes de fouilles archéologiques qui vont être donc mises en place, et puis une décision aussi, on laisse le bateau sur place. On étudie sa déconnexion, on étudie sa fragmentation, on ne le remonte pas, par contre on en démonte certaines parties. Donc le bateau est inscrit dans le fleuve, on l'a vu, il fait actuellement encore obstacle à l'écoulement et à l'écoulement de l'eau, mais il est aussi, on va revenir juste à la diapositive précédente, voilà. Nous, sous l'eau, on a vu aussi ça. C'est-à-dire qu'on a vu l'épave, les parties, donc les planches de la sole, donc la coque du bateau, mais on a vu aussi le boulet. Et on a vu aussi les cladophores qui sont sur les boulets. Et on sait les algues, en fait, qui sont en train de... alors, j'aime pas le terme parasité, mais c'est celui qui me vient, on reviendra peut-être sans doute là-dessus. Voilà. Donc du coup, on a les algues qui viennent effectivement se mettre, se poser, s'adosser sur l'ensemble du bateau. Et on a aussi ça. Et on va passer à, je crois, non, juste celle d'avant. Merci. Non, celle où on voit le plongeur. Voilà. Je peux continuer un peu? Voilà. Donc, là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je me faisais la réflexion en écoutant Bruno Latour, cette notion de présence. On voit quand même bien, on n'est pas à égalité. Regardez, la route charrette, finalement, elle va pas si mal là sous l'eau. Mais regardez-nous tout le fardeau qu'on a pour aller là. On n'est quand même pas fait pour aller là-dedans. C'est pas possible. Il y a quelque chose d'inhumain qui est imposé à l'humain pour aller dans l'eau. Et pourtant, on s'impose ça. On est obligé d'avoir un bloc, d'avoir de la respiration. Là, il y a quelque chose qui est quand même complètement de l'ordre de l'anomalie, en fait, de l'humain à vouloir aller dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Donc, on poursuit juste avec le diapositive. Voilà. Tandis que là, on est sur un caisson d'artillerie de type Griloval qui est là et qui n'a pas l'air d'aller si mal. Enfin bon. Voilà, je voudrais en rester là pour l'instant. Ah oui, bien sûr, l'entremêlement de Julie. Alors, on a aussi donc les cladophores et on a aussi, bien entendu, le silure qui est venu. Et puis on a là cet entremêlement et vous le voyez, cette difficulté. On est quand même sous l'eau, cette difficulté à voir. On n'y voit rien. On n'y voit rien. En fait, le naturel et le culturel sont complètement entremêlés, quoi. C'est ce qu'on voit. Bruno, tu pourrais commenter toi aussi sur cette photo? Alors, je vais reprendre une phrase qui a été prononcée à la première audition qui me plaisait bien. Du haut de toute mon incompétence, je vais essayer de la commenter. Effectivement, parce qu'elle m'interroge, elle m'a interrogé, puis on en a pas mal parlé,
sur ce qu'on ne voit pas et en même temps ce qu'on voit quand même à travers ce filtre de la lumière, des particules, des matières organiques, ces fameux poissons, ces juvéniles qui sont entrelacés dans des herbes, des sédiments, enfin ce que j'ai appelé après une soupe, une sorte de soupe primitive, une sorte de bouillon, qui est activé par des courants. Alors on ne sait pas trop d'ailleurs, dans la fiction on peut continuer, on ne sait pas trop si c'est un courant, la dynamique de ces fameux 70-75 mètres cubes secondes du fleuve, ou si c'est plutôt les remous des palmes, des plongeurs, qui en général aussi agitent un peu activent un peu le milieu. On a vu ce matin, quand on s'est promené, que quand il n'y avait pas de courant et juste du sable, il n'y avait pas de vie. Là, on voit qu'il y a une vie riche, qui est en pleine ébullition, et qui, donc, du coup, ça m'a interpellé aussi sur les termes utilisés par Virginie, en disant finalement, quelle est la nature du lien de tous ces éléments, de tous ces sujets, moi j'aime bien les appeler sujets quand même, entre eux, et puis avec une particularité, c'est qu'on a quand même le vague sentiment qu'ils sont solubles. Entre eux. C'est-à-dire que voilà, dans cette grande soupe, pour qu'elle soit digeste, et on va revenir sur ces termes, c'est intéressant d'avoir des éléments solubles, ou quelle que soit finalement leur dimension, qu'à un moment donné, ils soient quand même digestes. Et donc la question, qui est derrière, le corollaire, c'est qu'est-ce qui est soluble, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est digeste et qu'est-ce qui est indigeste. Et c'est intéressant de se dire d'ailleurs qu'est-ce qui est insoluble, qu'est-ce qu'on ne peut pas résoudre. Et du coup, en partant de cette interrogation, quand on regardait les photos, nous est apparu peut-être la nécessité d'un petit rappel sur les âges techniques. Frédéric en a un peu parlé. Nous, on vient, Virginie comme moi, de l'histoire des techniques, donc on aime bien interroger la façon dont la proto-histoire, l'histoire, la proto-industrie, etc., s'est structurée. Et donc là, à l'échelle de Langeais, ce que les chercheurs qui travaillent sur l'Anthropocène placent plutôt au XVIIIe, c'est intéressant parce que comme grand moment finalement de déclenchement du procédé irréversible, concernant Langeais, on serait plutôt au milieu du XIXe. Le grand moment de rupture du territoire de Langeais, qui est en gros le chemin de fer, la construction du pont, d'ailleurs, qui sont à 2 ans contemporains finalement les deux, et qui sont au-dessus, donc c'est 1848-1849, juste après la crue de 1846. Donc on a déjà un tablier qui est très haut et on a déjà des infrastructures qui, de notre point de vue, mais ça fait partie des sujets, ne sont évidemment pas digestes dans le paysage tel qu'il nous est offert, c'est-à-dire cette espèce de paysage de sédiments qui soit structuré sous forme de roches calcaires ou qui soit porté, charrié par le fleuve. Là, il y a une question intéressante avec la dimension de l'âge techniciste qui, pour Langeais en tout cas, mais ça se discutera, et puis ça sera peut-être le sujet, est un peu incarné voilà, dans cette période de bascule milieu 19e, et puis se déclenche à ce moment-là, alors avec évidemment une prise de position politique antérieure, parce que pour réaliser une infrastructure, il faut avoir décidé bien avant de la faire, mais disons, voilà, comme date, si on devait établir une chronologie de bascule, 1848, ça me semble être une bonne date. Voilà. Et puis, au-delà de ça, ça introduit une question, et Virginie l'a dit, sur la question du parasitisme, j'appelais une algue parasite. Ah bien, je sais pas. En tout cas, ce que je proposerais, c'est de dire, voilà, on pourrait commencer, on pourrait proposer ou étudier les relations à l'intérieur de cette soupe, hein, quand on la déplie, la relation des différentes composantes de la soupe, selon 3 modes qui sont les 3 modes très simplifiés dans l'écologie, selon qu'on est effectivement de l'ordre du parasitisme, on voit bien ce que c'est, de l'ordre du mutualisme, la relation est mutuelle à peu près équilibrée, et puis on a le 3e qui est l'ordre du commensalisme, où là on a neutre pour l'un et positif pour l'autre. Là, on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. Et donc, la question derrière, c'est que si on considère que cette épave est un moteur fictionnel qui rentre en relation, en dialogue avec son milieu, quelle est la nature du lien des éléments? Est-ce que c'est homogène? Est-ce que la roue de la charrette, alors qu'elle est cerclée de fer, etc., elle est quand même composée déjà elle-même de plusieurs matériaux, au moins du fer et du bois, mais il y en a bien d'autres. Voilà, donc c'était les premiers sujets qu'on lançait. Donc en vous écoutant, en fait, on ne peut pas échapper au lien. Quoi. On ne peut pas échapper à rencontrer, à tomber, donc, quand on plonge dans la Loire. Partout, la Loire n'est que lien d'éléments entre eux. En fait. C'est ça qu'on comprend quand on vous écoute. Mais alors nous, donc, très concrètement, on essaye de donner une voix à
à cette Loire et à tout ce qu'elle contient. Et comment est-ce qu'on peut démêler, est-ce qu'il faut démêler ces imbrications? En fait, comment représenter quand tout est en soupe, comme tu disais, ou au contraire quand les choses sont indigérées. Moi c'est en tant que paysagiste, ton métier, que j'aimerais t'interroger là, toi qui dessines. Pour dessiner, il faut forcément choisir, il faut forcément couper dans le réel. Alors, j'aimerais t'entendre, toi, comment tu choisis et comment tu te défais de ces imbrications qui vont nous permettre ensuite, nous, dans des éléments à un niveau plus juridique, de les représenter. Alors, je m'en défais assez mal, en fait, tout ça. Ce sont des questions qu'on se pose. Paysagiste, je vais faire un rond très général. Quand on a interrogé ce petit territoire, ça fait quand même quelques années qu'on dialogue avec Virginie sur cette question-là, et que moi, au fil de nos échanges, je fais des petits dessins, des coupes, etc. Et puis, ça vient, sont des outils de géographes, on appelle ça des blocs-diagrammes. Nous, plus poétiquement, on appelait ça plutôt un morceau de territoire, parce qu'on choisit quand même délibérément d'en extraire un bout. Et tu insistais, voilà. Je te coupe, sur la coupe, le fragment de Loire. Alors là, il est intéressant parce que voilà, on voit, mais forcément, comme c'est une représentation, comme c'est un dessin qui n'est pas forcément exceptionnel non plus, c'est une tentative de représentation, une sorte de vue de drone tronqué, mais alors c'est marrant ce qu'on peut faire varier, c'est pas réaliste, ça a une volonté de montrer un certain nombre de points qui articulent le territoire donné. L'épave, alors vous la verrez après, enfin elle est représentée, elle est signifiée, mais juste pour s'arrêter un peu là, quand on coupe, évidemment, on peut montrer un certain nombre de choses, on peut montrer des couches sédimentaires les unes au-dessus des autres qui s'empilent entre les tuffeaux, la craie, les sédiments, les alluvions, etc. Donc ça va s'empiler, mais on va rarement entrer dans le détail parce qu'on ne peut pas représenter le détail. En fait, on a aussi la limite de la représentation. On les classe par catégorie, je veux bien que tu... Voilà. Peut-être juste revenir en arrière, je reviendrai sur celle-là. Voilà. On va voir par exemple que pour composer ce dessin, c'était l'objet d'un échange aussi, pour composer ce dessin, on va poser des lignes. Et qu'est-ce qu'on pose comme ligne? On pose les lignes les plus simples. Parce qu'on est un peu feignant, enfin moi en tout cas je suis un peu feignant quand je dessine, j'ai pas envie de passer trop de temps. Donc les lignes les plus simples, c'est quoi? C'est le coteau et les infrastructures. Ça c'est intéressant. Parce que ce que j'évoquais sur les âges techniques, ça sert aussi à composer le dessin, ou à comprendre comment s'articule le territoire. Je serais bien embarrassé s'il n'y avait pas un coteau aussi prononcé et s'il n'y avait pas eu un pont, une voie de chemin de fer que vous voyez un peu en grisé et une route départementale, parce que je ne saurais pas trop quoi représenter. On aurait une grande étendue bleue, enfin bleu-vert plutôt, qui serait la Loire, en tout cas schématiquement, on pourrait s'entendre pour que ce soit la Loire. Et puis on aurait des petites masses voilà, qui sont à l'aquarelle, tout ça, très schématique. On pourrait s'entendre collectivement, en tout cas on s'entend dans le monde du dessin et ceux qui regardent, pour dire c'est schématiquement des bosquets. Est-ce que ce sont des arbustes? Est-ce que ce sont des ligneux? Quelle taille? Est-ce que c'est un peuplier noir, un cultivar? On n'en sait rien du tout. Ça pourrait même être pour rire des cyprès, sauf qu'il n'y en a pas là, mais je veux dire, dans le codage de représentation, on est extrêmement limité. Et il est beaucoup plus facile de dessiner une route, effectivement, qu'un arbre. Oui, donc dans la constitution de ce Parlement, on serait aussi limité, comme toi, pour nommer, pour représenter. Alors, c'est l'exercice d'après, on s'est amusé avec Virginie à essayer de légender. C'est un exercice d'étudiant paysagiste que tout le monde peut faire. On se dit, tiens, on va essayer de décomposer, d'écrire. Et alors là, on voit la limite de l'exercice. Et encore, on s'est arrêté assez rapidement. C'est-à-dire qu'on a fait une couche qui s'appelle berge et fleuve, un autre bloc qui s'appelle géologie roche sédimentaire, mais en esquissant juste les principes géologiques. On en fait une troisième tout en haut, les activités humaines telles qu'on les schématise. On en fait une à droite avec les aménagements, c'est-à-dire les infrastructures et les éléments construits, les artefacts particuliers, donc les témoins et les aménagements lourds postérieurs à la moitié du 19e. Et puis on essaie de les détailler jusqu'à rentrer finalement, par exemple, dans la barre sédimentaire, on essaye de savoir ce qu'il y a dedans finalement. Les sédiments, c'est un terme un peu générique. Quand on gratte un peu, on pourrait dire, voilà, il y a de la silice, du quartz, du mica, du feldspath, des silex, etc. Tout ça, ça compose encore une fois, une sorte de soupe sédimentaire, c'est le sable. Je suis resté sur la soupe, qui est directement finalement issu, enfin directement là pour le coup, pour ce que j'ai nommé, du Massif central. Donc on voit bien là encore une fois que
prendre ce morceau, c'est forcément, on ne peut pas le prendre indépendamment d'un contexte bien plus vaste, on l'a évoqué aussi, reconnecté à un bassin versant, reconnecté à un massif, reconnecté à une géologie beaucoup plus vaste que ce petit morceau de territoire. C'est totalement inextricable. Et si on faisait l'exercice, si on continuait de déplier, on serait encore plus emmêlé. Mais si on continuait de déplier justement sur des photos, pour le coup, que vous avez prises pour certaines vous-même, de la Loire, pour comprendre, déjà on a ce bout-là qui est inextricable de son tout, mais en fait, en vous écoutant, en fait, chaque élément est aussi inextricable de son contexte. Et est-ce qu'on pourrait parler d'hybride d'ailleurs? En fait, on aimerait bien vous écouter sur ces hybrides-là, en fait, où est-ce qu'ils sont? Parce que on va faire passer plusieurs vues de Loire. Là, on en a une. Alors, on voit un beau fleuve, on voit des arbres, de l'herbe, et qu'est-ce qu'on a en fait sous les yeux? Où sont les hybrides par exemple? À quoi est-ce qu'on a affaire? Alors là, c'est intéressant. Une personne qui ne connaîtrait pas trop la Loire dit « Waouh, la Loire sauvage !» Oui, sauf que la levée qui est sur le côté, on roule dessus. C'est une ancienne turcie qui est mise en place à partir sans doute du XIe siècle. On a ce qu'on appelle un franc-bord végétalisé, on a un chenal sans doute qui a été donc entretenu, et puis on a donc un atterrissement, Javio, puis île. Donc on est sur un lieu qui est complètement anthropisé, complètement inextricable, il n'y a rien de sauvage là-dedans, si ce n'est peut-être ce que j'aime bien retenir et qui a été dit ce matin encore par Clément, c'est cette notion de peut-être de dynamique au corps sauvage qui reste là. Voilà, donc là, quel hybride, comment faire, comment nommer? On a essayé sur le dessin de faire une espèce de taxonomie, mais on n'y arrive pas. Et puis là, qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? Non, ça va pas, on n'y arrive pas. Cette image est assez obsédante en fait de la Loire, mais c'est très emmêlé. C'est complexe, ça ne veut pas dire que c'est compliqué, on va peut-être essayer de partir de là. Et puis il y a quand même une dimension aussi qui ne traduit ni la photo ni le dessin, c'est la dynamique. C'est là où on a une vue parfaitement figée qui n'a rien à voir avec le réel, enfin en tout cas celui qu'on appréhende nous quand on travaille sur le terrain. Tout ça participe de dynamique naturelle, donc on a quand même quelque chose de naturel là-dedans, qui investit effectivement la nature et l'horreur du vide, la moindre portion effectivement de talus levés ou autres, qui immédiatement est colonisé par des plantes pionnières, et puis petit à petit, on a des cycles de végétation quand même qui rentrent en dialogue avec les grands vecteurs d'anthropisation dont on parlait, ces grandes levées ou autres. Et ce sont des cycles qui, comme tous les cycles dynamiques, qui tendent vers une sorte de forme d'équilibre post-climatique parfois, mais qui sont systématiquement rebrassés. Parce que la Loire a une particularité, c'est la hauteur de la variation de débit. Hein, on en a un peu parlé. Tu disais 75 mètres cubes secondes au niveau de l'Angers. Il faut savoir qu'en période de crue moyenne, on est au-dessus de 1000, 1500, et puis on peut être à 2 3000 mètres cubes sur des crues plus importantes, voire plus. Donc c'est bien cette espèce de considérable changement permanent entre l'étiage et les niveaux des plus hautes eaux qui entretient et qui alimente aussi considérablement, qui est véritablement le moteur du cycle. En fait, la Loire n'est pas si sauvage que ça, c'est ça? En effet. Alors ici, je me lance. Bon là c'est une vue. Ce qu'on ne voit pas du tout sur la photo, mais c'est l'objet de la représentation. C'est qu'on est au milieu de Tours, donc on est quand même sur un territoire métropolitain. Et la Loire a cette puissance-là, c'est qu'elle nous permet de faire pénétrer une forme de nature avec beaucoup de conditions, à l'intérieur de systèmes urbains constitués, historiques, lourds, qui continuent de produire des infrastructures, qui continuent de produire de la vie. Et on a donc ce phénomène nigérien avec ce qu'on appelle une ripicide, c'est un petit morceau de boisement sur la berge, permet finalement d'exclure quasiment, d'isoler, de créer une sorte de petit isolat quand on est au milieu. Je pense que certains l'ont déjà vécu. Vous arrivez à Tours en bateau, en passant, en longeant la ripicide, vous êtes dans un milieu. Le seul élément qui vous raccroche à une forme d'agencement urbain, c'est un pont de fil qui en plus est assez élégant puisqu'il est fin, et c'est une structure qui se pose. Et d'ailleurs même les piles du pont, c'est important, ont été colonisées. Donc là on a véritablement aussi encore un enchant d'être.
Alors là, a priori, on n'a que du sauvage, non? Ah non, on est sur le canal de la Roumère, je ne vais pas trop en parler, mais je voudrais rebondir sur une chose, c'est la notion de bassin versant dont on a parlé tout à l'heure. Effectivement, on est sur des eaux aussi entremêlées. Alors pareil, là, quand même la question, hein, je te rappelle qu'on nous pose la question de qui, comment on va faire ce Parlement, et le Parlement de quoi, ou le Parlement de qui. Donc, comment va-t-on faire avec l'ensemble de ces eaux entremêlées, affluents, confluents, est-ce qu'on va faire parler l'estuaire? Comment on va s'y prendre? Donc là, voilà, on est sur à nouveau un entremêlement de deux eaux qui convergent. Le canal de la Roumère va donc se jeter dans la Loire. On va passer à la suivante. Là, on arrive là. Alors là, c'est une image que j'aime bien. On est allongé de nouveau, on est sur une cale. Une eau stagnante, dormante. Derrière, on a donc les îles, l'épave n'est pas loin, mais on la voit absolument pas. Et au bout, là, au fond, on voit, il me semble. Là, ça me répond, c'est bien. Allez, la même chose. Vous l'avez tous vu, la même chose. On va la filmer. On garde, on peut rester sur cette image, mais voilà. Donc on voit cette fabrique de nuages, je l'appelle, pour essayer de casser un peu la dramaturgie. Donc qui sont effectivement les cheminées de refroidissement de la centrale nucléaire d'Avoine, de Chinon-Avoine, qui rompent un peu l'aspect très bucolique de la Seine. Mais il y a plein d'autres vecteurs d'anthropisation dans le champ de vision qui sont moins monumentaux. La cale, qui a été d'ailleurs, et c'est peut-être une anecdote intéressante, cette cale a été refaite il n'y a pas très longtemps, avec une volonté de bien faire, c'est-à-dire de dire tiens, on va refaire les cales sur les bords de Loire pour reconnecter le territoire solide au milieu aquatique, et puis refaire naître aussi, puis continuer une activité de batellerie. Donc des reconnexions pour essayer de redonner du sens, parce que la ville de Langeais est très coupée de son fleuve, c'est pas la seule. Et puis en fait, cette cale, elle a été faite par des gens qui ne pratiquent pas du tout du bateau, donc ils l'ont coupée. Et donc en fait, les marins, le marinier Alexis, pour ne pas le nommer, qui utilise en fait, déplore effectivement un manque d'environ 50 cm quasiment, donc un seuil qui ne lui permet pas du tout de faire arriver sa toux, son futreau, enfin un bateau traditionnel de Loire correctement. Là on voit bien qu'on a parlé de la perte des savoirs, on a parlé de la perte des savoir-faire, on voit bien que là il y a quelque chose de perdu, qui quand on essaye de le refaire, pose question. On a une belle photo, sur la photo on ne voit pas du tout que la cale est du pays, on a bien le bateau en bas, donc la représentation elle est parfaite, enfin, dans ce cadre un peu iconique ça marche. Quand on déplie un peu et qu'on creuse, ça ne marche plus du tout, en particulier par rapport aux usages. Et c'est souvent le cas. C'est un décalage entre les usages et ce qu'on impose à la loi. Alors, est-ce que ce décalage, on le retrouve Je pense que oui. Je vais laisser Virginie. Alors, les deux pieds de ce colosse-là, fumant, reposent quand même finalement, comme beaucoup de choses en Loire, on l'a bien vu ce matin à nouveau, du sable. Les grains, tous les grains du Massif central, on peut passer à la suivante. Donc, voilà, on est quand même là, moi c'est une image que j'aime beaucoup. On a beaucoup de choses là-dedans. Allez, regardez, donc on a le sable, ça saute, ça se déplace. On est dans la reptation, dans la saltation. On est également dans de la céramique qui a déjà roulé, qui vient d'ailleurs. Donc on a un entremêlement à la fois, je dirais un entremêlement des matières, mais on a un entremêlement chronologique également. C'est-à-dire que les couches stratigraphiques que l'on arrive bien à repérer, généralement sur les sites archéologiques en terre, là, sont complètement renversées. Tout est chahuté. Tout est chahuté, c'est le grand chahut, c'est le grand bazar. Je ne sais pas comment on va faire le Parlement de ça. Je vais ajouter un peu la complexité. Je ne sais pas si ça va vous éclairer, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que quand on gratte un peu ce sable, c'est une plage, avec donc des grains de différentes dimensions, du plus fin au plus gros, vous voyez les morceaux de terre cuite. Ils ont une histoire, c'est que les terres cuites sont probablement, enfin, il faudrait l'analyser plus près, mais qui racontent l'histoire des industries des environs de Langeais. Langeais était connu pour les tuileries,
beaucoup de tuileries qui ont fait la richesse de Langeais à la fin du 19e et qui ont périclité finalement il y a 50 ans, quoi, à peu près. Il en reste encore une d'ailleurs, parce qu'on a encore des bassins argileux à La Rochouze, il y a encore une tuilerie. Et donc on pourrait estimer que finalement ce sable raconte aussi cette histoire-là, une histoire de proximité, d'une histoire aussi des temps contemporains. Si, juste au-dessus, quand j'ai fait une autre photo, il y avait un bloc intéressant, parce que c'était un résidu de route. C'était un agrégat d'enrobé, donc un hydrocarbure avec des matériaux divers, qui avait lui aussi subi un peu la même érosion. Donc on avait un résidu de route charrié, donc, comme un galet en fait, qui avait pris la forme qui avait finalement lui encore pratiquement été digéré. Il lui restait encore une volumétrie un peu incompatible avec la granulométrie des sables, mais quand même on voyait que c'était en train de se déformer et en train d'être assimilé. Mais alors c'était un résidu de route. On voit bien aussi les questions des échelles d'assimilation. Ce qui est incroyable en vous écoutant, c'est qu'en fait, ces entremêlements de milieux, d'espace, sont aussi des entremêlements de temps, de temporalité, en fait, d'espace-temps. Et le mot résilience, sûrement, traduit comment dire, cette complexité, enfin, ce rapport, finalement, entre l'évolution des espaces en fonction des temps. Et justement, c'est le propre de l'hybride. On a pensé avec la commission à évoquer un cas tout particulier qui nous semble être un bon exemple de ces hybrides et de cette résilience. Alors c'est Anna Tsing, l'écrivaine, certains ont peut-être lu son livre Le champignon de la fin du monde, qui en parle admirablement, qui explique donc comment ce champignon renaît des ruines du capitalisme et comment en fait sur ces lieux de l'Anthropocène renaissent des éléments de la nature. Un champignon qui est par ailleurs d'ailleurs très prisé et en même temps méprisé. Enfin voilà, cette hybridité aussi de ce rapport-là. Et donc en fait on se rend compte qu'on a une forme de champignon résilience et c'est vraiment très intéressant à lire et ça fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui pousse sur la ruine. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ce champignon maintenant ? Parce que justement, donc on voit sur ces bords de Loire, ces usines qui ont été là, qui sont plus là. On est sur ces lieux, sur ces temps d'Anthropocène où les choses sont hybrides. En fait, on voit ces pots de terre cuite et tous ces éléments qui se mélangent. Est-ce que ce champignon-là, il pourrait nous aider, donc le champignon matsutake, à penser, être un exemple typique des hybrides qui sont dans la Loire. Et alors, on voit ici la notion de patch écologique. Anna Tsing parle aussi d'hybride. C'est aussi des éléments qui sont pensés par Bruno Latour, de moments férales également. Est-ce que c'est des notions qui pourraient nous éclairer dans la constitution de ce Parlement de Loire pour penser les habitants, pour penser les étangs, les bords et les abords de Loire? Alors, pardon, je réagis tout de suite, c'est la notion de ruine qui me plaît beaucoup. La ruine, non. La ruine, en tant qu'archéologue, la ruine, ça devient un dossier. Ça devient un site archéologique. C'est compliqué. La ruine, c'est à la fois un dossier, c'est beaucoup trop romantique. Donc, du coup, là, dans l'idée, ce serait plutôt d'essayer de travailler. Alors, la notion de site est intéressante. Si tu veux bien montrer l'image que je t'avais envoyée, voilà. Alors là, on est, tu parlais de résilience, on l'a aussi nommé comme ça sur la diapositive, mais là, on est sur le site archéologique. On voit quand même quelque chose. On l'a marqué, ce site. On l'a relevé. On l'a parfois nettoyé. On l'a, dans le cas particulier de l'épave, on en a coupé des morceaux. On a déconnecter certains éléments afin de comprendre. C'est quand même aussi un des propres de l'archéologie, sans doute peut-être une des seules disciplines à faire cette chose-là affreuse, c'est-à-dire de détruire son propre objet de recherche. Pour bien comprendre, on ne détruit pas tout, on a la notion de réserve archéologique qui nous aide à penser les générations futures. Mais là, on est quand même sur quelque chose, voilà, moi à un moment donné, ça me gêne en tant qu'archéologue, d'être aussi intrusive à l'heure actuelle sur
cet étang-là, qui est l'épave, qui est aussi le boulet avec les algues qui sont là. Et finalement, à l'heure actuelle, on est quelques-uns à avoir un vrai cas de conscience. Est-ce qu'on peut se permettre tout ce que l'on veut faire au nom de l'archéologie? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des méthodes plus douces, moins intrusives, de façon à comprendre tout autant? Voilà, c'est des questions que je me pose. Qu'est-ce que tu appelles blessure archéologique? Ben, quand je parle, on ampute là, on ampute l'épave, on la détruit en partie. Là, il y a quelque chose sur le corps même du site archéologique que je trouvais trop intrusif. Non, mais c'est simplement par rapport à la résilience, peut-être ajouter par rapport, c'est pas une boucle, hein, mais toujours à cette notion de digestion, on voit que la résilience du fleuve, moi je l'assimilerais, toujours dans des analogies digestives, a une capacité de rendre solide ou insoluble, et de fait, l'épave, on le voit, elle se transforme, elle se déplace, elle a une vie propre, c'est assez intéressant, elle migre, elle voyage. Là où certains objets s'opposent finalement à cette résilience. Là où le fleuve prend sa place, il a sa légitimité, il a sa vie, son ontologie. Mais pour autant, il va se confronter à un certain nombre d'arêtes indigestes. Donc la résilience a probablement à un moment donné atteint quand même un effet limite, me semble-t-il. En tout cas sur des cas bien précis, des effets de seuil, qui sont aussi des seuils, qui se matérialisent par des seuils qui posent la question de la limite de cette résilience. Alors on peut dire qu'effectivement le point commun, le vecteur commun, ça reste l'eau qui permet qui érode, qui finalement réunit, regroupe, donne la vie, etc. Et pose d'autres cas, on va le voir un peu, mais qui de temps en temps quand même se confronte à une puissance, une espèce de léviathan qui a tendance quand même à la malmener. Donc la résilience, c'est pas une valeur absolue. Oui, c'est vrai que si on pensait que tout était résilient, dans ce cas, un déversement de plutonium en pleine Loire, on pourrait se dire que ça va finir par rentrer dans cette boucle de résilience et que tout est soluble. Et en fait, il y a des effets de ça, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais, alors, tu vas intervenir peut-être? Je veux juste revenir à cette question, au sous-entendu politique qu'il y a sur votre histoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'arrêtez pas de nous faire des petites histoires, là. En fait, il y a plein de... Est-ce que cette blessure archéologique dont tu parles, c'est pas justement ce fait qu'on est obligé d'individuer un objet pour pouvoir en parler, un item, on va dire, c'est pas un objet, c'est un item, un truc, pour pouvoir en parler, que c'est forcément au moment d'une blessure, c'est la brutalité dont parlait Bruno Latour tout à l'heure. Non, c'est pas ça, c'est que finalement on est obligé, à un moment où on veut pouvoir faire quelque chose, de brutaliser le milieu. En fait. J'aimerais bien qu'il y ait autre chose de possible quand même. Il me semble qu'il y a quand même... Alors, Et on est là peut-être pour le construire. Je ne sais pas, mais on a été assez hébétés, en fait, lorsqu'on est arrivé sur le site, de voir que, oui, on avait l'épave, mais on avait en même temps bien d'autres choses dont on ne s'était absolument pas aperçu, et qui finalement, lorsqu'on voit cette algue se mettre en place sur le boulet de calibre 6, et en même temps une éponge qui est en train de se mettre sur le rable 10, là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, c'est-à-dire que là, l'épave, elle se fait niche écologique, elle devient un milieu de vie, elle devient biotope. De toute façon, elle était avant, mais nous ne l'avions même pas imaginé que nous, en tant qu'archéologues, on allait aussi avoir à faire avec cela. Et nous, je pense qu'il faut faire là maintenant avec cela. Et je ne sais pas très bien comment faire. À t'écouter, j'aurais presque tendance à dire que les archéologues, et y compris tout ce qu'on évoque, c'est des tentatives de faire parler le milieu. Et faire parler, c'est quand même une acception un peu soumettre à la question. Il y a quelque chose d'un peu médiéval et un peu brutal là-dedans. Frédéric en a parlé ce matin, l'idée serait plutôt d'apprendre à écouter le milieu. Et c'est une posture complètement différente. C'est une posture qui convoque d'autres aptitudes qu'on n'a pas forcément. Bruno Latour tout à l'heure disait avoir l'œil et l'oreille.
Alors dans le cas par exemple, il y a des expériences très intéressantes qui mettent en évidence effectivement que le milieu dialogue, on peut entendre les algues respirer sous l'eau, on peut entendre. Il y a ça, puis il y a toute une dimension aussi artistique, sensible, qui échappe. Et là, on ne serait plus du tout dans le faire parler, on serait déjà dans essayer d'écouter, apprendre à tendre l'oreille et se positionner par rapport à cette écoute-là aussi. D'accord, écouter, mais est-ce qu'on peut tout écouter enfin, prenons le cas qui m'intéresse maintenant, de la crue. Là, on a une non-résilience, encore une fois, mais qui est entièrement naturelle pour le coup, presque, ou pas. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de résilience? Comment on fait? Est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, rentrer la crue dans ce Parlement de Loire, et l'étillage également? Où est-ce que vous les positionnerez? C'est compliqué. Mais disons que la représentation, il faut remettre un peu l'image, la gravure dans son contexte. On représente en général, au 19e, les 3 grandes crues qui ont eu lieu et qui ont effectivement engendré des dégâts considérables, des morts, 1846, 1856 et 1866, qui sont des crues très conséquentes pour le bassin, enfin pour la Loire moyenne. Forcément, alors vous imaginez qu'on n'est pas au temps de la photo, donc on représente et on va représenter les dégâts, le drame. Là, il faut, on n'est pas là sur, si tu peux juste revenir à celle d'avant, on est là pour représenter, pour figer dans les mémoires et dans le temps, effectivement, la potentialité destructrice du fleuve. Donc on ne va pas s'amuser on va dramatiser quasiment, enfin, trans, j'imagine, mais on n'est pas là, enfin, c'est comme une scène de bataille représentée, c'est-à-dire qu'on va représenter la totalité, alors même qu'elle est, si ça se trouve, beaucoup plus éparpillée. Donc là, il y a quand même une volonté d'amener à un point limite l'aspect dramatique de la situation. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces grandes crues, à chaque fois qu'il y avait une crue, on remontait un petit peu la levée. C'est intéressant parce que dès Henri II, enfin dès les grandes levées d'Anjou, on commence par mettre à distance, on n'accepte pas l'eau et on essaye de protéger un certain nombre de terres. Au 19e, on va avoir des grandes politiques de travaux qui vont monter à chaque fois un petit peu plus la levée. Et à chaque fois, l'eau va passer. Et à chaque fois, et c'est d'ailleurs plus on la monte, ça, les policiers connaissent bien, plus le drame va être conséquent. Est-ce que la crue n'est pas un drame que pour les hommes finalement? Parce qu'on entendait ce matin un pêcheur nous raconter enfin nous expliquer que la crue permet également à certains poissons d'accéder aux herbes hautes qui sont normalement pas sous l'eau et d'y déposer leurs œufs qui naissent et qui se développent comme ça. Et, le cycle de crue, dont on parlait ce matin, le cycle de crue, quand il n'est pas extrême comme ce type de crue-là, il est effectivement régénérateur. Alors là, quand il est extrême, il est aussi régénérateur, mais on sait aussi que finalement, là, c'est aussi une potentialité de redynamisation du milieu. Forcément, pour les humains, c'est toujours difficile à entendre. Mais par exemple, si on prend par analogie ce qui se passe dans les Pays-Bas, on a décidé de dépoldériser, on a décidé d'arrêter de monter systématiquement des digues contre l'eau et d'accepter les territoires de l'eau, d'accepter finalement de partager, c'est quand même important, de partager un territoire, alors reste à savoir lequel, dans lequel l'eau aurait sa légitimité finalement. Alors finalement, c'est peut-être, si cette eau est omniprésente, si on travaille sur la masse d'eau, est-ce qu'on n'est pas en train de reprendre en fait, d'imaginer un parlement de l'eau, uniquement que de l'eau? Alors, de l'eau, par exemple dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on voit là par exemple? C'est encore de l'eau, il y a plein d'eau. Il y a plein d'eau et en même temps il n'y en a pas beaucoup. Ah, c'est une image qu'on a tous en tête. Oui, juillet 2019, d'accord, ok. La Loire est presque à sec. Alors là, on est... alors je suis un peu mélangée là. Je suis dans l'eau et en même temps, il y a du sable. Il y a beaucoup de sable. On a ce pont qui est toujours là, toujours cette omniprésence en fait de la végétation qui est ici. Il n'y a pas d'homme là-dedans. On a cette saisonnalité du fleuve
qui est quand même une grande particularité de la Loire par rapport aux autres fleuves, c'est-à-dire cette descente, cette montée, ce souffle en fait, cette espèce de souffle qui est là, constant. Par rapport quand même aussi à une notion intéressante aussi, c'est que, on en parlait ce matin également, l'étiage fait apparaître aussi des choses. C'est-à-dire qu'on a des sites archéologiques qui se retrouvent mis à nu complètement. On a aussi une possibilité de retrouver le fleuve et de marcher dessus, de marcher dedans, voilà, tout ce que l'on veut. On est sur un paysage qui est quand même un paysage sans doute vers lequel on va de plus en plus avec le changement climatique. La Loire est vouée à ça. Alors, je ne suis pas climatologue, mais j'ai bien écouté quelques conférences. Ce qui nous attend, peut-être pas à tout, mais ce qui nous attend en tout cas, c'est avec la submersion marine, en fait, une arrivée en fait, de l'eau salée qui remontera, qui va mettre en place en fait, un bouchon vaseux extrêmement plus important au niveau de l'estuaire, une salinité qui va donc remonter en fait la Loire, donc une nappe phréatique qui sera plus salée, et donc il va falloir apprendre à s'adapter à cette salinité et peut-être à manger des cailloux. Alors là on va pas changer de sujet parce que tout de suite tu parlais du souffle de la Loire, de cette respiration qu'elle a quand elle monte et quand elle descend. En fait c'est un bon lien pour notre dernière question. Ce dernier point qui n'est pas des moindres parce que donc, vous n'êtes pas des spécialistes de la question, mais Camille l'évoquait très fortement dans l'audition 1. Le fleuve Anganaoui, le Gange, en Colombie également. En fait, toutes ces décisions de justice reposent finalement sur des croyances. Enfin, il y a un point commun quand même très fort, c'est qu'il y a des croyances derrière ces fleuves-là qui les considèrent, donc ça plaira à Bruno Latour, comme des divinités. Alors je ne sais pas justement, vous, comment vous vous positionnez sur le thème de divinité sur la question de la Loire, mais voilà, dans les décisions même de justice, c'est comme si la Cour en Inde et le Parlement néo-zélandais avaient eu besoin de s'appuyer sur ces croyances-là pour statuer cet acte juridique. Et donc, vous, est-ce que d'abord vous connaissez, est-ce qu'il y a des cosmogonies, des croyances comme ça qui sont reliées à la Loire et comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça et qu'est-ce qu'on pourrait faire où est-ce qu'elles pourraient apparaître dans ce Parlement de Loire, ces croyances? Est-ce qu'il faut forcément diviniser, si on veut pousser à l'extrême la question, est-ce qu'il faut diviniser la Loire pour la respecter? Alors, comme tu l'as justement fait remarquer, on n'est pas des spécialistes du sujet, donc on est allé interroger des spécialistes du sujet. Dont André Guillerme, qui a beaucoup travaillé sur la question d'histoire de l'eau et des villes et des divinités tutélaires. Et d'après lui, il avait fait une intervention qui s'appelait les terres mentales, justement sur cette question, où d'après lui, il n'y avait pas de divinité tutélaire, au sens où on peut l'entendre pour le Rhône, pour la Seine, etc. Ça, c'est un premier point. Donc plutôt un corpus, un assemblage de structures, de légendes locales. Bon, voilà. Alors vraiment, là, je suis loin d'être spécialiste du sujet. Ce qu'on sait, quand on fait un peu d'histoire locale, c'est que ça a été un lieu quand même où il y a eu beaucoup d'implantations d'ermitages, des premiers ères du christianisme, et qui ont ensuite donné beaucoup d'implantations d'abbayes, en particulier à partir du 7-8e siècle, avec l'essor des structures bénédictines, Saint-Benoît, Marmoutier, enfin je ne vous refais pas l'histoire de lui, mais et qui a eu quand même forcément une influence en lien avec le fleuve, indéniable. Les abbayes ou les ermites ne s'implantaient pas en bordure dans le lit ou sur la berge sans raison. Voilà. Donc ça, si on parle juste des cosmogonies et puis ensuite d'une christianisation, puisque c'est un peu ça dont il s'agit, voilà ce qu'on a nous dans nos cartons. Est-ce qu'il faut ensuite retrouver ou faire corps et puis identifier collectivement un nouveau Dieu, comme le disait Bruno Latour tout à l'heure, j'en ai aucune idée, mais je crois que Virginie elle en a une.
Dans nos cartons, on a quelque chose quand même. On a l'étymologie du mot Loire, tout simplement. Donc Loire, Valigère, c'est donc limon, c'est donc vase. Donc voilà, moi ce que j'aime dans ce fleuve, c'est la masse d'eau, mais la matière, on met le sable, l'ensemble de ce qui est dedans, les épaves, tous les étangs, tout ce que je ne connais pas encore. Mais une chose que je souhaite vraiment, et je crois que l'étymologie, alors moi j'aime bien parce que maintenant on a enlevé l'article, on ne dit plus la Loire, donc j'ai compris que maintenant on va dire Loire. Et bien moi je souhaite Loire laïque. Voilà. Je crois que c'est le mot de la fin, hein. On peut finir sur Loire laïque. Il y a un banquet laïque qui nous attend également, un apéritif. D'accord, merci beaucoup. Ah Pascal, c'est pas le mot de la fin. Non, moi je vous en pose une dernière, non, je vous fais. Je trouve que je suis presque gêné là. Je me dis, vous allez peut-être pas répondre à ma question, mais je vous dis la transpiration qui est en train de monter là. On attend la signification des nappes phréatiques et on contemple et on prie, c'est ça le. Non, on a dit qu'elle était laïque. On contemple et on prie laïquement. Ce recueil, non, mais je trouve qu'est-ce qu'on fait si on ne peut rien définir sur ce que sont les étangs? Alors, ce qu'on peut déjà faire, c'est essayer d'écouter. Ce qu'on peut déjà faire, c'est prendre le temps. Ce qu'on peut déjà faire, c'est contempler. Francis Allais, quand on lui a demandé de ce que c'était qu'un arbre, les étudiants qui étaient très excités et qui lui disaient « Mais dites-nous ce que c'est qu'un arbre, dites-nous, c'est important. » Si vous voulez le comprendre, vous vous posez au pied de l'arbre et vous le regardez. Donc on ne dissèque pas, on arrête de poser, on est moins intrusif et puis on essaye d'inventer ou de retrouver finalement des savoirs, des connaissances qui sont probablement encore là, à quelques nuances près. Ça pourrait être intéressant. Il n'y a pas que les scientifiques. Alors il semblerait que ça touche encore. Oui, voilà. Ça semble une assemblée beaucoup plus globale et beaucoup plus partagée en termes de mode de connaissance que les scientifiques, oui, je pense. Ça tombe bien parce que c'est justement l'objet de ce Parlement, c'est de sortir d'une voie uniquement scientifique sur l'écologie, sur l'environnement. Et je vous invite, on peut clore... Sauf si Pascal a une autre question. Alors, clore sans vraiment clore. On écoute, on est attentif. Voilà, j'aime bien moi cette idée d'attention. Attention. Bon, fais attention. Je rappelle quand même que vous faites partie de la commission de ce Parlement et je pense que vous êtes aussi très actif proactif, dans une écoute active, n'est-ce pas? Donc justement, dans cet échange d'écoute, alors merci justement à tout le monde aussi d'avoir écouté silencieusement, mais j'imagine que plein de questions émergent. C'est peut-être le moment pour vous qui n'avez pas forcément eu la parole d'échanger, si vous voulez, pendant ce temps informel qui va suivre. Un petit apéritif, voilà. J'annonce également la prochaine audition, la prochaine session d'audition, qui fait que l'aventure continue. Et que donc rendez-vous le 14 décembre, samedi 14 décembre, vraisemblablement à Blois. Nous vous rappellerons exactement les modalités de cette rencontre. Voilà. Tu voulais... Ouais, vous pouvez même noter les dates d'après si vous voulez, 21 mars 2020 et 16 mai 2020. On a noté ça dans notre agenda. Pardon. Simplement, bon, merci d'abord de votre présence, votre écoute. Encore une fois que les fonds d'art sont inconfortables. Sur Blois, on ne sait pas encore sur quoi on sera également assis. On sera assis sur du sable, on sera assis sur un sable mouvant. Dans quelle salle, où en tout cas, on sait déjà qu'à chaque fois, il y aura différentes approches, différents champs disciplinaires. On va essayer de mélanger les approches, très transdisciplinaires, mais il y aura effectivement en toile de fond toujours cette ligne de base qui est la ligne juridique. Et la ligne juridique, c'est toujours à la fois l'attraction-répulsion. C'est ce qui, on l'a vu, c'est compliqué de faire répondre ce qui, a priori, s'exprime dans d'autres langues que les nôtres. Surtout d'autant plus qu'on l'a vu avec Benoît Latour, on l'a vu avec Frédéric Etouati, on le revoit ici, que tout est entrelacé. En même temps, on se rend compte qu'il y a des rapports de force qui sont à redéfinir ou des formes de rééquilibrage qui sont parfois nécessaires. Et donc c'est ce qui va se poursuivre au cours des prochaines auditions
avec toujours cette interrogation sur la forme, sur le dessin, d'essayer d'avancer sur cela. Et la prochaine audition, il y aura, de mémoire en tout cas, les personnalités qui ont déjà été contactées, approchées. Il y a des personnes comme Philippe Descola, qui sera vraisemblablement plutôt disponible, si on espère, en 2020. Il y a Valérie Cabanès, qui s'occupe beaucoup de ces questions d'écocide, de droit, de constitutionnalité, de réforme constitutionnelle, donc à partir du droit, et puis d'autres spécialistes de Loire, écologues, etc. Et aussi, le dispositif va évoluer. C'est-à-dire que là, jusque-là, il n'y a pas eu beaucoup de parole. Pour l'instant, la Commission et nous autres, on essaie de se nourrir, on se pose des questions. Il arrivera un moment où on voudrait faire entendre aussi les conflits de Loire. J'avais mon petit journal, je l'ai amorcé, mais ça va monter, vraisemblablement, parce qu'il y a beaucoup d'espaces de conflit. Donc il faudra, Bruno Latour proposait aussi qu'un jour on se compte, on s'écoute, on voit déjà qui est là aussi, simplement dans un mode d'audition. Je le répète, ce n'était pas le Parlement. On est encore dans une audition préalable à. Et donc, dans ce processus, on pourrait à un moment donné aussi s'entendre, voir qui est là. Et voilà. Merci en tout cas pour votre présence. Il y a encore un mot. Promis, si c'est bien dit, j'espère. Non, je voulais vous dire aussi que dans le temps qui arrive là, juste maintenant, l'idée c'est que vous puissiez bien nous voir. Nous, on a l'interdiction de se parler entre nous. Et que vous puissiez venir nous saisir avec des questions, avec des propositions, avec des formes, avec des indignations, avec des demandes en mariage, tout ce que vous voulez. Des covoiturages. Des covoiturages. Pour Orléans. Et enfin, je remercie quand même l'équipe du Polo dans son intégralité. Et, donc, Annabelle Royer, Anna Ernaud, Pauline Fluc, Félix Golando et Isabelle Briançon, qui travaillent très fort pour tout ça et bien d'autres choses. Merci. Et je remercie également Béatrice Moreno, qui est la grande orchestratrice de ce qu'on a vécu cet après-midi. Et tous les autres, donc Gus, Bastien, Charlie avec Passion, Antoine, Brice, Alexis, c'est ça, non? Alexis, qui assure les greffes des auditions du Parlement. Et Clémence Siergue, pour nous avoir emmenés sur la Loire ce matin, il nous a proposé cette ouvrage. Je vous remercie vous tous et vous toutes, et Olivier Dorin qui nous propose ce petit apéritif. Merci.